Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, forcément, pour le débriefing du show, pardon, des différents matchs des Survivor Series. Vous avez compris, édition 2020, le pay-per-view donc a eu lieu hier soir sur le WWE Network, sur différents pays, vous pouvez sur en France, etc., etc. Et donc on va regarder un petit peu ce pay-per-view. Et bien sûr, on va essayer, bien évidemment, de regarder aussi, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques, hein, pas mal de discussions par rapport à certains choix scénaristiques, et notamment bien évidemment de l'Undertaker. De toute façon, la miniature était assez... J'ai voulu faire une miniature assez sobre pour essayer vraiment de vous faire, parce que je considérais vraiment que c'était pas du tout, je voulais pas faire du white tech et tout ce que vous voulez, je voulais vraiment faire un truc très sobre. Concrètement, on parlera à la fin de l'Undertaker, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a offert au monde du catch. Puisque, a priori, alors, encore une fois, il ne faut jamais dire jamais, never say never, mais a priori, l'Undertaker, c'est la dernière fois, avant le Hall of Fame, qu'on voit l'Undertaker, tout simplement, sur un ring de catch. Il ne luttera plus jamais, pour ainsi dire. Voilà. Et donc on va commencer directement, c'est parti, et donc on va commencer, donc je vais laisser, alors j'ai laissé exceptionnellement, vous savez, d'habitude, je fais toujours une petite vision, etc. Là, exceptionnellement, je vais... Alors, je vais juste baisser un peu le son parce que je m'entends pas très bien, voilà. Euh, Concrètement, je vais laisser les images tourner en boucle pour que vous puissiez les voir, puisque ça va être une review un petit peu décousue, contrairement à d'habitude. Je vais pas m'intéresser principalement, je vais m'intéresser à des faits de match, je vais m'intéresser à telle chose. En tout cas, ce qui est certain dans ce Survivor Series, donc qui a donné un 4-3, enfin, ça enlève le kick-off, ça fait un 3 partout, puisque il y a eu 3 victoires donc de Roman Reigns, des Street Profits et de Sasha Banks. De l'autre côté, on a eu donc la victoire de Bobby Lashley, la victoire des deux teams Raw, puisqu'il y a eu les garçons et les filles, ont gagné avec des façons de faire, bien sûr, qu'on rediscutera au fil de l'émission. Donc déjà, première chose qu'on a envie de dire, s'il y avait besoin de l'expliquer, déjà il y a eu une égalité. Ce qui veut signifier que on ne veut pas détruire un show plus qu'un autre. Mais les choix des vainqueurs et la manière dont cela a été gagné est sans doute discutable, mais pas tellement que ça. Pourquoi? Parce qu'au final, eh bien, la WWE a privilégié finalement le roster en mettant en scène finalement la quantité, en disant voilà, bah écoutez, nous avons Braun Strowman, nous avons tout simplement Lacey Evans, nous avons Shayna Baszler, nous avons Nia Jax, nous avons un roster complet. Et donc dans ces matchs-là, eh bien, nous avons offert finalement des lutteurs qui étaient au gros potentiel ou des lutteuses qui étaient au gros potentiel qui vont faire la suite. Mais de côté, nous avions, et à SmackDown, nous avons plutôt des têtes d'affiche. Nous avons certes, on parlera bien sûr de Seth Rollins et de ce qui s'est passé, de Lana également, mais nous avons les Street Profits, nous avons Sasha Banks, nous avons Roman Reigns, nous avons Jey Uso, nous avons certaines superstars qui finalement apportent son lot de qualité. Donc c'est finalement, il n'y a pas eu Rey Mysterio notamment qui n'était pas là, il n'y avait pas Murphy, il n'y avait pas tout ça, donc c'est pas forcément une équipe, c'est plutôt des individualités qui vont te donner un bon show. Concrètement, c'est ça qu'il a voulu expliquer. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé durant ces victoires. Puisque si vous regardez les victoires, si vous enlevez celle de Sami Zayn qui a perdu, mais Sami Zayn, pour moi, était pour moi l'intrus dans tous les matchs, clairement, tous les autres matchs, bah, tu avais concrètement quelque chose qui s'est passé par là. Voilà. Maintenant, on va bien souvent parler des faits de match, puisque ça permet notamment de pouvoir discuter, donner notre avis par rapport à ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà des matchs? Alors, au niveau des matchs solo, déjà, on va commencer par ça. J'ai apprécié vraiment les 3 matchs. Alors après, on peut toujours discuter, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Mais clairement, moi, je suis relativement content de ce qui s'est passé. Il y avait vraiment Roman Reigns contre Drew McIntyre. J'ai peut-être été un petit peu moins bon parce que je trouvais que Drew McIntyre a plus passé son temps à subir, mais ça a donné quand même son lot d'émotions et au final, j'ai plutôt apprécié et j'ai envie de te dire,
bah, j'ai envie de te dire, je regarde si mon micro est pas éteint, finalement c'était plutôt une bonne chose. Donc forcément c'était sympa. Sasha Banks contre Asuka était très très bon également. Et les Street Profits contre les New Day, c'était aussi très très bon. Donc trois excellents matchs solo qui ont apporté, ou tag team, qui ont pouvoir apporter quelque chose. Voilà. Bobby Lashley, Sami Zayn, je vais pas épiloguer là-dessus. Le match est à la hauteur de ce que je pensais. Il y avait forcément, il y allait avoir ce genre de choses parce que tu avais malheureusement des lutteurs, un lutteur Sami Zayn qui est un lutteur un petit peu en mode, de toute façon moi t'as vu, hein, moi je suis meilleur que toi, mais en fait finalement il n'y arrive pas non plus. Et l'autre côté, donc c'est un push de cette façon. Après t'aimes ou t'aimes pas, ça c'est autre chose. Et donc on va parler bien évidemment de plutôt au niveau des traditionnels Survivor Series. Et donc on va parler des choix finalement de ces deux événements, c'est-à-dire Lana et Seth Rollins et la décision d'avoir fait gagner. Alors la décision de faire gagner la Team Raw, je vous l'ai expliqué. La quantité au détriment de la qualité. Nous avons un roster plus fourni, il est plus impressionnant. Et donc étant plus impressionnant, il apporte plus, il donnera plus de qualité par rapport à avec la quantité. De l'autre côté, nous avons des lutteurs qui sont très puissants, qui ont des individualités. Je pense d'ailleurs par exemple à Seth Rollins qui va vraiment jouer de son individualité. Je pense à Roman Reigns. Je pense par exemple à Jey Uso qui a fait quand même des belles choses. Je pense à par exemple à Kevin Owens qui pourrait peut-être. Mais au final, on va miser sur des têtes d'affiche. C'est pas eux qui vont. C'est principal. Voilà, c'est Roman Reigns, c'est Sasha Banks. Donc on a appuyé sur ce qui se passe. Même d'ailleurs, ce qui s'est passé avec Seth Rollins en est le parfait exemple. C'est-à-dire que Seth Rollins est un lutteur dont on va compter, mais dans ce qu'il a fait, eh bien, on a vu lui, on a vu ce mec, on a vu sa gimmick, on a vu son personnage, on a vu ses idées, on a vu ce qu'il représentait. Alors, les gens ont été surpris de ce qu'a fait Seth Rollins. Au final, Seth Rollins, ce qu'il a fait, il a totalement, eh bien, été une gimmick. C'est-à-dire que concrètement, alors certes, tout le monde a été surpris de ça, mais au final, il a fait ça comme une sorte de sacrifice. Alors après, il faudra voir comment les choses vont être amenées par la suite, mais s'il a fait ça, c'est parce qu'il considère que il faut un sacrifice. Après, on verra ce qui se passera à SmackDown. Je m'imagine que peut-être la team SmackDown, c'est-à-dire Otis et tous les autres, vont sans doute le détruire pour finalement créer une nouvelle ère qui va se poser. Parce que moi, je suis désolé, pour le moment, il y a un détail que j'ai pu remarquer, c'est que il n'y a pas de réel face au sein de la WWE. Rey Mysterio est là, il y a Daniel Bryan, mais c'est encore des... Ça commence à devenir... Voilà, Daniel Bryan est plus vers la fin, et Rey Mysterio, ben, c'est plutôt Dominique qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Donc il est plus dans le retrait. La réalité, c'est que si tu veux une tête d'affiche, peut-être que Seth Rollins peut, justement, on attend tous peut-être un jour un Seth Rollins contre un Roman Reigns, peut-être que Seth peut être ce face, et on peut faire un Messiah version... peut-être que c'est ce message-là, c'est je me sacrifie pour les autres. Ça peut être une idée. Après, clairement, la défaite est aussi logique parce qu'on a bien pu voir en coulisses que Jey Uso, eh bien, finalement, va intervenir pour aider. Par contre, moi, j'ai un énorme bémol par rapport à ce match. J'ai un bémol et ça démontre encore une fois la logique de ce match et de ces équipes. On a pu voir notamment que du côté de SmackDown, il n'y a même pas eu vraiment de construction, etc., etc. Mais du côté de Raw, c'est une bêtise hors norme. Je précise pour information que nous sommes du côté de Raw lundi, les 5 mecs arrivent même pas à s'entendre. Les 5 mecs n'arrivent même pas à essayer de... Il n'y a pas de cohésion. Ils affrontent Retribution, ils perdent contre Retribution, ils sont en galère, ils n'y arrivent pas. Et au final, là, tu les vois arriver, ils sont en mode... Bah en fait, j'ai gagné. Ouais, on est solidaires maintenant. Pas de discussion, pas de AJ qui tape du poing sur la table, rien de cela. Là, moi, j'ai vu ça, j'ai fait... Eh ben, dis donc, c'est quoi ça? C'est-à-dire que, au moins à la limite, les filles, elles sont cohérentes du côté de la Team Raw. Mais du côté de la Team Raw, du côté des garçons, c'est pas beau. C'est dégueulasse la manière dont c'est fait. Parce que Sheamus n'aime pas Braun Strowman n'aime pas un tel.
Donc j'ai envie de te dire, pourquoi il y a le côté du tu es le capitaine, ça n'a jamais été mis en avant. Là, j'ai envie de dire, là, c'est un énorme bubble. Que vous mettiez, que vous fassiez un all-in, c'est-à-dire les 5 d'un coup qui dégagent, pourquoi pas, à la limite. Mais ça n'aurait jamais dû arriver. Je précise pour votre information personnelle que l'équipe de Raw était l'équipe la plus désunie qui soit. Ça n'a pas été vu dans ce match. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est hors sujet ce match. C'est hors sujet, mais à la limite, hein, je suis même plus surpris des différents hors sujets que peut proposer la WWE, parce que finalement, ça a été une catastrophe intersidérale. Bon, sinon, bien sûr, alors, il y a Sasha Banks, comme je vous l'ai dit. On va parler un petit peu de Lana. Parce que moi, j'ai discuté avec notamment la délicieuse, la très sympathique. D'ailleurs, allez sur Total Wrestling si vous ne la connaissez pas, la page Facebook. Marie DPS qui est venue me voir et qui m'a posé une question qui était très pertinente. Elle m'a dit, mais c'est quoi cette histoire avec Lana? Parce que c'est vrai, alors Lana a été mise au coin. Voilà, elle a été mise au coin parce que Lana, concrètement, les filles qui l'accompagnaient ne croyaient pas en elle. Dans l'idée est bonne. Dans l'idée, c'est bon. Dans l'idée, il y a quand même de la logique. Bon, ça suit la storyline. Lana est considérée comme une lutteuse très 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 médiocre. Elle n'est pas à la hauteur de la réussite. Au final, eh ben, Lana, on veut même pas entendre parler d'elle. Dans l'idée est bonne. Dans l'exécution, encore une fois, c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi? C'est pas bon parce que Lana se retrouve donc coincée dans un coin à attendre que les choses se passent. Bah, j'ai envie de te dire non. Faut juste réfléchir un petit peu 5 minutes et se poser les bonnes questions. Si Lana fait ça, au final elle gagne par abandon de tout, enfin par défaite de tout le monde. Bah, j'ai envie de te dire, en fait sa victoire, elle a aucun prestige. Elle a aucun prestige parce que malheureusement du côté de la WWE, eh bien on protège Bianca Belair, on protège bien évidemment comment elle s'appelle, Nia Jax, on protège Shayna qui s'est fait disqualifier en refusant de faire ci, et au final, ben, la victoire de Lana, c'est en fait, la victoire de Lana, c'est la bêtise des autres en fait. C'est qu'à un moment donné, tout le monde n'a pas réfléchi en se disant, bah peut-être que Lana, va peut-être falloir s'occuper d'elle. On en était là, quoi. Et à aucun et ça, je trouve ça pathétique. Ça pathétique parce que Lana, en finale, bah, elle gagne, mais sa victoire n'a aucun prestige. Demain, elle va arriver à Raw, enfin ce soir, parce qu'on est en train d'enregistrer la vidéo. Ce soir, elle va arriver à Raw. Elle va arriver en disant, voilà, j'ai gagné, machin, etc. Mais ta victoire n'a pas de saveur. Ta victoire n'a pas de saveur. Ta victoire n'a aucun effet. Et c'est pour ça qu'elle est problématique. Encore une fois, je vais dire, que tu veuilles faire de Lana une lutteuse au bas mot médiocre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'idée est intéressante, l'idée se tient. Mais moi déjà la première chose que j'aurais aimé quand même faire... Alors, on va faire les choses pas à pas. Encore une fois, je répète ce que je dis très souvent. Une storyline, ou une histoire concrètement, hein, il faut, comme on dit, une storyline, une ligne d'histoire, si on peut, enfin une histoire, une ligne d'histoire, enfin un trait historique, c'est que il faut un début, on va dire un déroulement, une péripétie, une deuxième péripétie, ça t'amuse, une troisième péripétie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bas, ça t'emmène vers la fin, et ça te dit ce qui va se passer. Donc tu as tout ça. Le problème, c'est que moi, Lana, elle se fait fracasser sur la table toutes les semaines. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'idée peut être intéressante. Pardon. Mais dans les faits, l'idée est à chier. L'idée est à chier parce qu'on ne comprend pas pourquoi Lana s'obstine par-dessus tout à vouloir intégrer cette équipe. Cette équipe ne croit pas en elle. Cette équipe ne pense pas à elle. Cette équipe considère Lana comme une espèce de boulet au pied. Pourquoi ne pas avoir, je sais pas, misé là-dessus? Tu vois, par exemple, le cas de Naruto. Naruto, c'est un ninja.
de Konoha, qui a des difficultés à... Comment dire? Qui n'est pas... qui rêve de devenir Hokage, mais on le voit dans ce qu'il fait, c'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe parce qu'il n'y arrive pas. Et c'est justement en voyant progressivement Naruto progresser dans ce qu'il fait, être plus intéressant, même d'ailleurs, le fait que on oublie parfois qu'il a... En fait, quand il acquiert d'ailleurs la maîtrise de Kyuubi, et ben on se dit, oui, il a maîtrisé Kyuubi, mais au final, ça ne fait que confirmer tout le progrès, toute l'envie, toute la hargne qu'il a. Naruto, en fait, malgré le fait qu'il a en face de lui un mec qui s'appelle Sasuke, qui est 10 fois plus fort que lui, plus talentueux que lui, plus intéressant que lui, et ben au final, on a Naruto, un gars qui, malgré tout ce qu'on peut faire, eh bien n'abandonne pas. On lui dit que tu seras jamais Hokage, je serai Hokage. Machin, je serai machin. Au final, eh bien, Naruto réalise son rêve parce qu'il a au fond de lui la volonté de le faire. Pourquoi n'avoir pas demandé à Lana, par exemple durant les shows de Raw, pourquoi vous vous obstinez à rester dans cette équipe malgré le fait que cette équipe ne vous aime pas? Il faut dire la vérité. On change Mandy et Dana, on les remplace par Peyton et Lacey, ça ne change rien. Tout le monde ne veut pas de Lana. Et ça, c'est problématique. Il n'y a pas moyen de pouvoir faire quelque chose. Et donc, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est ça. Moi, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, ce que j'aurais fait, alors à la limite, on peut faire ce qu'on veut. Tu veux pas que Lana gagne. Tu veux pas que Lana élimine tout le monde. Ce que je peux entendre, parce que ça aurait été un peu cheaté. Et bah, tu sais quoi? Fais en sorte. Elle a fait, quand elle est rentrée, elle a produit quelque chose. C'est pas terrible, mais ça produisait quelque chose. Et bah, à la limite, même si c'est que des prises à tout va, dis-lui d'apprendre en coulisses 5, 4, 5, 6, 7, 8 prises. Et à la limite, tu fais un shonen de ouf. Tu mets genre, je sais pas, 2, 3 lutteuses. À la limite, Bianca Belair et Nia Jax se font éliminer. Il reste plus que, je sais pas, Natalia, Liv Morgan et Ruby Riott. Admettons, c'est des lutteuses, voilà. On va dire, s'ils se font éliminer, c'est pas la mort à boire non plus. Et bah, tu sais quoi? Tu mets ces trois-là. Et au final, et ben, ça apporte quelque chose. Mais le problème, et là voilà, vous allez comprendre, c'est qu'on peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que bah, Shayna, faut qu'elle soit puissante, donc elle ne veut pas se faire éliminer par n'importe qui. Naya et Bianca, pourquoi pas? Et voilà, donc la réalité, elle est compliquée. Donc, moi, ce que j'aurais fait, c'est que Lana, elle aurait pu, par exemple, affronter Natalia. Justement, ça aurait pu être symbolique. On rappelle que si Natalia a lâché Lana, c'est parce que elle considérait Lana comme pas à la hauteur. Et là, tu vois Lana qui se révèle, qui sort un match, même si c'est compliqué, qui sort un match intéressant, qui se donne, qui n'abandonne pas, qui prend un sharpshooter, qui malgré tout le sharpshooter qui a existé. Et ça, on aurait trouvé ça talentueux. On aurait trouvé ça intéressant. On aurait trouvé ça kiffant. Et bah, malheureusement, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Je dirais même plus, la WWE a pu s'opter sur un truc de eh ben on va la laisser dans un coin de potiche pour que ça passe. Et là, forcément, ça n'a absolument pas eu l'effet escompté. Et c'était une merde intersidérale. C'était pas beau à voir, c'était pas beau à regarder, c'était pas beau à lire, c'était pas beau à savourer. Donc concrètement, ça n'a pas été du tout agréable par rapport à ça. Voilà, c'est dommage parce qu'il y avait des bonnes idées, il y avait sans doute des bonnes idées, mais les idées sont mal exécutées et ça se ressent. Voilà. Bon, Lana a gagné, tant bien pour elle. On verra ce qui se passera, bien sûr, ce soir à Raw, pour ainsi dire. Alors, pour information, je ne peux pas vous garantir que Raw, je vous le ferai. Peut-être que je le ferai un peu plus tard pour la simple et bonne raison que j'ai les débriefs de PSG Leipzig. Alors, Marseille, on verra, parce que Marseille, bah, ça commence à faire le sapin, mais je pourrais bien vous faire un Marseille-Porto, pour ainsi dire. Et puis le jeudi, peut-être que je vous ferai un match d'Europa League avec notamment le match entre Nice et... alors je sais plus qui ils affrontaient, mais je vais peut-être vous faire un match comme ça, pour ainsi dire. Bon, revenons maintenant à cette fameuse moment. Alors je sais que... Alors, il y a deux écoles concrètement. Il y a la première école qui dit que c'était un moment très sympa,
qui trouvent que l'Undertaker ça fait mal de le voir partir, etc. Je pense que dans les deux camps, ça fait chier de le voir partir. Ça fait chier de le voir partir parce que l'Undertaker, c'est un sacré gars, c'est un lutteur avec une carrière exceptionnelle. Même si les dernières années, on a eu un peu mal de le voir, parce que c'est vrai que l'Undertaker, les dernières années, c'était très compliqué. Mais dans la globalité, on ne peut être qu'admiratif de 30 ans de carrière. C'est-à-dire que ce gars-là, aujourd'hui, il a 50... alors attends, je vais vous donner la date exacte de ce qu'il a. Alors on va mettre Undertaker, comme ça sera réglé. Il a, Obama, 55 ans. 30 ans auparavant, il avait 25 ans. Donc il a vraiment suivi, il a eu une triple, c'est ce que dit Vince McMahon, il a une triple génération concrètement. Il a connu toutes les générations. Alors juste un petit bémol par rapport à la cérémonie, après je parlerai de la cérémonie, comme ça je reviendrai sur l'Undertaker. Oui, je suis d'accord avec beaucoup de personnes. J'ai pas compris pourquoi on a invité tout le monde si c'est pour les faire partir après. Si à la limite, si tu fais inviter des gens, c'est qu'il faut qu'ils aient un rôle. Là, ils ont été invités, ça sert à rien. D'ailleurs, les gens ont voulu Bray Wyatt, ils ont voulu le Fiend. Je pense que c'était une mauvaise idée. Une mauvaise idée parce que les gens auraient imaginé un duel le Fiend d'Undertaker. Non, il fallait vraiment que ça s'arrête pour éviter un SI concrètement. Et c'est ce que la WWE voulait faire. Maintenant, revenons à l'Undertaker. L'Undertaker, c'est 3 générations. Parce que l'Undertaker, bien sûr, c'est la génération Hulk Hogan, c'est la génération Stone Cold, c'est la génération Le Rock, c'est la génération Shawn Michaels, c'est la génération Bret Hart, c'est la génération... Bon, après, vous pouvez les englober ensemble. Hein. C'est la génération Goldberg, c'est la génération Batista, c'est la génération Batista, c'est la génération Triple H, bien sûr, c'est la génération John Cena, et la génération Bray Wyatt, parce qu'il a affronté Bray Wyatt, l'Undertaker. C'est la génération Bray Wyatt, c'est la génération CM Punk, c'est la génération CM Punk, et c'est même, si on peut le traduire comme ça, la génération Seth Rollins, parce que il est arrivé à la génération Seth Rollins, où aujourd'hui, eh ben, il a vu la dernière génération de la WWE arriver, avec un Seth Rollins qui est finalement, enfin Roman Reigns si vous voulez, qui est désormais la nouvelle génération qui arrive, et qui notamment aussi, il voit aussi la future génération, avec notamment les Johnny Gargano, les Tommaso Ciampa, des lutteurs qui vont sans doute faire évoluer tout ça. Et ça, en tout cas, il est réceptif, il est conscient de ça. Et notamment, on peut le voir aussi au niveau des filles, au niveau des équipes, au niveau de tout ça. Il a fait une marge, il a progressé, il a été vraiment comme ça. Et au fil du temps, il a fait ça. Et le truc, c'est que concrètement, il a fait une multigénération. D'ailleurs, pour information, je trouve ça un peu dommage que l'Undertaker n'ait pas eu un lutteur de la génération actuelle. Ça aurait pu être un vrai exemple. Bon. Après, pour revenir à ça. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose. Moi, l'Undertaker, pour revenir à lui, moi je le connais depuis... Moi, c'est mon premier match, l'Undertaker. C'est le premier match que j'ai vu. C'était en 1992, sur la série 1992. C'est un lutteur que j'ai admiré parce que voilà, c'était quelqu'un, une mystique assez exceptionnelle. Moi, je l'ai vu grandir, je l'ai vu vieillir, je l'ai vu changer de gimmick. S'il y a un mec qui connaît l'Undertaker avec tous ses défauts, ses qualités, ses difficultés, tout ce que tu veux, je peux quand même, sans prétention, j'en suis fait partie. Voilà. Et il y a un truc par contre, et c'est là que je veux en revenir, c'est beaucoup de personnes ont dit ouais, mais l'Undertaker, il aurait dû avoir un truc de fou. Sauf que, avec notamment des machins, des ci, des de ça. Sauf que, moi, l'Undertaker, vous l'avez connu. Pour certains, ils connaissent l'Undertaker depuis 5 ans. D'autres le connaissent depuis 10 ans. D'autres le connaissent peut-être un peu plus. Moi, je le connais depuis 28 ans. Et l'Undertaker, il y a une chose qu'il a toujours fait. Alors, un peu moins ces 2 dernières années. Mais il a fait quelque chose. Il a toujours tenu à quelque chose. C'est de faire attention à tout. C'est d'avoir fait preuve d'humilité. Parce que l'Undertaker a toujours fait preuve d'humilité. Je ne l'ai jamais vu ne pas être humble. Je ne l'ai jamais vu croire être supérieur aux autres. Il a toujours été considéré comme l'égal des autres.
Et ça, je peux te le garantir que l'Undertaker l'a été. Moi, j'ai toujours vu un Undertaker qui était discret. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Ça veut dire quoi discret? L'Undertaker, tu le vois dans les réseaux sociaux. Alors, encore une fois, les dernières années, ça change. Mais en général, il essayait toujours de garder cette fameuse mystique qui faisait que l'Undertaker était exceptionnel. Et ben, ça fait partie de sa personnalité. Ça fait partie de ce qu'il est. Ça fait partie de ce qu'il ressent. C'est pas en lui mettant une standing ovation avec des gens qui tapent autour, les mecs qui vont lui faire un câlin ou des trucs comme ça. J'ai envie de te dire, si tu fais ça, si tu fais un câlin à l'Undertaker, pardon, mais c'est relatif, ça va être nullissime. L'Undertaker, c'est un gars discret, c'est un gars qui, notamment, on a pu le voir, notamment durant sa carrière, il a fait équipe avec qui? Enfin, il a été champion par équipe avec qui? Avec finalement que son frère, Kane. Glenn Jacobs. Donc finalement, sinon à part ça, on peut pas dire qu'il a vraiment apporté. Il a peut-être été champion par équipe avec d'autres, mais j'ai oublié. Mais concrètement, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose à évoluer, à adopter. Et ça a été clairement, voilà. On peut pas comparer, par exemple, Ric Flair, Shawn Michaels ou d'autres. Shawn Michaels avait... Alors, Shawn Michaels, d'ailleurs, pour information, pour ceux qui parlaient de Shawn Michaels, je tiens à signaler que Shawn Michaels a eu un départ très sobre en réalité. Il était là, il a fait son discours. Il y a juste eu l'Undertaker qui a fait un mouvement du chapeau. Triple H qui l'a attrapé dans le dos et qui lui a fait un énorme câlin. Mais à part ça, l'Undertaker, à part ça, Shawn Michaels est parti dans une forme d'anonymat quand on y pense. Après, Bret Hart, ça a été pareil. Il a fait une petite soirée, une petite saison, etc. Mais c'était très très loin. C'était très longuement. Sting, je crois que c'était un peu pareil. Mais pour ce qui s'agit de l'Undertaker, eh ben, il a tellement une mystique. En fait, sa mystique est tellement puissante que tu peux pas faire un truc normal avec lui. Donc, finalement, cette image que vous voyez, que j'ai posée, elle est relativement symbolique de ce qu'est l'Undertaker. L'Undertaker, c'est une mystique. C'est une mystique et c'est un personnage. C'est un personnage qui va nous manquer, c'est clair. Mais c'est un personnage qu'on a admiré. En tout cas, moi, je l'ai admiré. Moi, j'ai toujours été plus fan de Shawn Michaels, mais ça, c'est parce que j'ai toujours eu une affection par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il a proposé. Mais concrètement, j'apprécie beaucoup l'Undertaker. Pour moi, j'en suis un très grand fan, un immense respect à ce monsieur. Et il va pouvoir prendre justement du repos. Il va pouvoir souffler un bon coup. Alors après, bien évidemment, il ne faut pas se leurrer. Euh, il a dit que l'Undertaker va pouvoir reposer en paix. Est-ce que ça peut un petit peu être indiqué par le retour du The American Badass? Ça, certaines personnes me l'ont dit. Est-ce que ça serait un bon moyen de finaliser, un petit peu de faire que la boucle soit bouclée? Mais moi, j'ai envie de dire oui. Mais alors, il n'aurait pas fallu avoir le match contre AJ Styles. Parce que AJ, c'est le badass qui était là. Le badass avec un côté mystique. Donc concrètement, on va le laisser souffler un bon coup. On va le laisser se reposer. Il y a une rumeur qui dit qu'il va s'occuper des jeunes. Bah écoute, c'est bien, c'est bien. C'est bien qu'il puisse aider un petit peu la jeune génération à évoluer. Et puis l'Undertaker, bah tu l'écoutes, hein, que tu veuilles ou non. En plus, la Floride, c'est pas si loin que ça, hein. Le Texas et la Floride, il aura le temps, voilà, de discuter, de donner son avis et tout. On a vu que Shawn Michaels n'était pas très chaud au début, bah maintenant, bah, tu le vois, il est là, hein, il est là, il est présent et tout, et ça c'est cool. Donc concrètement, bah, j'ai envie de dire, bah, merci monsieur, mais les gens qui ont voulu plus, encore une fois, prenez bien en compte, alors je vous en veux pas, hein, prenez bien en compte l'état d'esprit du personnage. Et le personnage, alors, même d'ailleurs, sans aller jusqu'au personnage, si vous prenez Mark Calloway en personne, c'est pas le genre à se mettre en avant. Donc il va pas se mettre en avant pour un... C'est plutôt les autres qui le mettent en avant. C'est le public, c'est le WWE Universe, c'est vous tous, c'est les fans de Deadman. Aujourd'hui, le Deadman s'en va. Comme on dit, le Deadman walking out. Mais laissons-le se reposer. Il sera Hall of Fame l'année prochaine, je me fais aucun souci là-dessus. Et puis voilà, c'est tout. Il sera au Hall of Fame. Il va pouvoir sortir un discours très poignant. Après, voilà, tout simplement. Et puis, l'Undertaker a encore
Voilà, il y aura Michel McCool qui fera peut-être quelques matchs de ci, de là. L'Undertaker reviendra à quelques moments. Mais à 55 ans, tu peux plus. Aujourd'hui, à 55 ans, il faut qu'il. Je pense que c'est bien qu'il ferme tout, qu'il bloque tout ça, qu'il décide d'arrêter. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors je sais que certains vont me dire, mais t'es sérieux ou quoi? L'Undertaker peut pas arrêter et tout. Oui, mais non. Regarde Hulk Hogan, il a tellement voulu qu'il peut même plus lutter. Regarde Christian. Christian, il a été obligé de mettre fin à sa carrière parce qu'il a été blessé. Edge, c'est un petit peu l'exemple contraire, mais Edge, parce il a du retard à passer. C'est ça la réalité. Edge, il a besoin de récupérer le retard qu'il a perdu. Et ça, c'est autre chose. Mais concrètement, et puis d'ailleurs, je vais finir avec ça et après on parlera autre chose. On clôturera l'émission. Bah, ça fait un petit peu penser, vous savez, à se dire aussi que malheureusement, bah, il y en a certains déjà qui sont très âgés. Je pense à Vince, je pense à Ric Flair, je pense à certaines superstars qui sont aujourd'hui, bah, vont pas tarder malheureusement à nous quitter. Et quand je dis quitter, c'est pas quitter, c'est malheureusement bah, s'en aller. Parce que la vie, malheureusement, on n'a qu'une vie et quand on ferme les yeux pour la dernière fois, et Ric Flair et Vince, bah, malheureusement, ne sont plus tout jeunes. Ça nous fait penser, voilà aussi, que certains aussi bah, aussi commencent à partir aussi. C'est Triple H, par exemple, qui commence à partir. Mais ça fait penser aussi bah, que notre petite génération 90, bah, ça y est, hein, on a tourné la page. La génération 2000, il y en a encore. Randy Orton, il n'y a que Randy Orton, Rey Mysterio, bien évidemment, même si lui il est plus 90. Mais concrètement, on est en train de petit à petit aussi de voir des lutteurs comme Rey Mysterio, comme Randy Orton, qui commencent eux aussi à. Alors Randy Orton, il a encore un peu de marge, mais Rey Mysterio, c'est bientôt fini. Randy Orton, bah, ça s'approche. Et puis bah, malheureusement, bah, on va arriver à la génération 2000 avec bah, John Cena qui est parti. Et là, on va arriver. Maintenant, c'est la génération 2010 qui, eux, commencent à prendre le. Et aussi, ben, la génération 2010 ont pris un peu le pouvoir. Et là, on va bientôt réfléchir aussi à la génération 2020. Et donc, on va terminer avec une dernière question. Est-ce qu'il faut un nouveau Undertaker? Parce que moi aussi, ça, j'ai entendu ça. Ouais, Bray Wyatt doit être le nouveau Undertaker. Écoutez, moi, je pense que l'Undertaker, c'est l'Undertaker. Il faut arrêter. En fait, les gens s'imaginent souvent et se disent ouais, mais il faut un nouvel Undertaker. Non. Non, parce que l'Undertaker a une gimmick très particulière. Et tu ne peux pas faire de l'Undertaker comme tu veux. Laisse l'Undertaker reposer en paix. Laisse l'Undertaker se reposer. Le Fiend, il a sa gimmick et elle est très bien telle que c'est. On va pas l'inventer, on va pas changer quelque chose. Et puis c'est tout, voilà. Et puis si d'aventure il a envie, voilà. Et puis on aura le temps, tout ça. Voilà. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. En tout cas, c'était un show. Voilà, c'était un show intéressant, mais voilà, ça vole pas haut non plus, hein, il y a du plaisir, mais le plaisir, on va dire qu'on reste un peu sur ma faim. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et je vous dis donc à demain pour les footeux, pour le match entre le Paris Saint-Germain et le Red Bull, entre le RB Leipzig. Je vais y arriver. Je vous promets que je vais essayer de vous faire Raw demain, je vous le garantis pas. Mais en tout cas, si c'est pas possible, je vous fais Raw après-demain, ça je vous le promets. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Après, vous le savez pour les fans de catch, avec le foot qui arrive, forcément c'est un peu plus compliqué. Allez, ciao les amis!